Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le président américain Donald Trump se sert-il de sa fonction pour accroître sa fortune et celle de ses proches ? C'est en tout cas ce que soupçonnent ses adversaires démocrates. Selon le magazine économique Forbes, le milliardaire s'est considérablement enrichi depuis son retour à la Maison-Blanche, 3 milliards de dollars engrangés sur une seule année, alors même qu'il s'est mis en retrait de ses entreprises. Interrogé dans Le Parisien, le 8 novembre, un éminent juriste estime que Donald Trump s'expose à des conflits d'intérêts en prenant des décisions qui sont bonnes pour ses affaires. Cet épisode de Code Source est raconté par Vincent Pialat, correspondant du Parisien aux États-Unis. Il est en ligne avec nous depuis New York. Vincent Pialat, avant de raconter comment Donald Trump s'enrichit depuis qu'il est au pouvoir, il faut d'abord rappeler ce qu'était sa fortune avant d'accéder à la Maison-Blanche en 2017. Qu'est-ce qui a fait sa richesse jusque-là ? Donald Trump, c'est un promoteur immobilier. Il a hérité de l'entreprise de son père, Fred, qui lui était plutôt investi dans les quartiers populaires de New York, à Brooklyn, dans le Queens. Donald Trump, lui, fait les choses un peu différemment. Il décide de partir à la conquête de Manhattan, qui est donc le cœur battant de New York. Il y développe des projets d'envergure. On est dans les années 80 à New York. C'est le boom de la finance et le boom de New York qui se développe comme une ville mondiale. Et il va faire fortune. On estime sa fortune au moment où il débute son premier mandat, donc en janvier 2017, autour de 3 milliards de dollars à peu près. Et cette fortune, elle se voit à New York et dans d'autres villes des États-Unis. Il y a son nom un peu partout, sur des hôtels, sur des bâtiments. C'est quelque chose qui fait d'ailleurs sourire beaucoup ses opposants. Il y a cette tour qui fait élaborer sur la 5e avenue, qui s'appelle la Trump Tower, qui est majestueuse, qui est vraiment à 2 pas de Central Park. À l'intérieur, on dit qu'il s'est inspiré de l'architecture et de la décoration du château de Versailles. Donc il y a beaucoup d'apparats, il y a beaucoup de plaqués or pour ajouter au faste du lieu. Donald J. Trump is the president of the United States elect. Le 8 novembre 2016, Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine face à Hillary Clinton. À partir de là, est-ce qu'il y a une règle pour les entrepreneurs comme lui qui accèdent à de hautes fonctions ? Que prévoit la loi ? Alors justement, il n'y a pas grand-chose de prévu. Un président est tout à fait autorisé à continuer à gérer des affaires ou des entreprises. Il y a une seule règle en fait. Un président ne peut pas recevoir d'argent venant de l'étranger. Hormis ça, c'était plutôt en fait la pratique qui avait institué une façon de faire. Les présidents avaient tendance à se mettre en retrait des affaires qu'ils géraient et ils confiaient leurs affaires bien souvent à ce qu'on appelle un blind trust, c'est-à-dire c'est une entité indépendante qui va gérer vos affaires le temps que vous êtes président. Et que fait Donald Trump quand il arrive au pouvoir ? Est-ce qu'il suit cette pratique ? Alors justement, pas tout à fait, non. Donald Trump, il veut garder contrôle sur ses affaires, donc il se met quand même en retrait, mais il confie la gestion de ses affaires à ses fils, à 2 de ses fils, Donald Jr. et Eric, qui vont gérer les affaires courantes, mais le propriétaire reste Donald Trump et il continue d'avoir la main sur toutes les opérations et les orientations stratégiques de ses entreprises. Il se met donc en retrait, mais ça ne l'empêche pas, après son départ de la Maison-Blanche en 2021, d'être visé par de nombreuses procédures judiciaires sur des conflits d'intérêts présumés pendant sa présidence. Expliquez-nous ça. Trump, pendant sa première présidence, reçoit toutes les délégations étrangères au Trump Hotel de Washington, ce qui lui emmène en fait un afflux massif de capitaux. Les nuits se chiffrent à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars. Et si vous multipliez ça par 4 ans, c'est des centaines de millions de dollars que l'hôtel a amassés grâce à la venue de délégations étrangères qui se sentaient presque obligées de dormir dans cet hôtel pour pas faire offense à Donald Trump. Toutes ces poursuites judiciaires lancées contre lui, elles débouchent sur quoi ? Elles vont s'éteindre en fait, d'une part parce qu'il y a une cour d'appel qui estime d'abord que les associations qui avaient porté plainte contre Donald Trump n'avaient pas qualité à agir, et puis surtout en janvier 2021, la Cour suprême en fait, elle écarte toutes ces affaires en disant bon, Donald Trump est plus président, donc ces poursuites sont maintenant sans objet. Il y aura bien un rapport des démocrates à la Chambre des représentants, donc qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale aux États-Unis, qui va pointer donc quelques années plus tard en 2024 que ces hôtels ont bien reçu de l'argent d'entités étrangères, mais on est passé au-delà et donc ces poursuites vont être définitivement abandonnées.
On fait un saut dans le temps, Vincent Pialat, le 1er juillet 2024, alors que Donald Trump est en pleine campagne pour se faire réélire président, la Cour suprême, la plus haute juridiction des États-Unis, rend une décision qui lui est très favorable. Et que dit cette décision ? C'est une décision qui va faire beaucoup parler. En fait, la Cour suprême, elle estime qu'un président bénéficie d'une immunité totale pour ses actes officiels. C'est-à-dire, dans tout ce qui relève de son exercice de président, il ne peut être poursuivi pour aucun de ses actes, dès lors qu'il se déroule dans le cadre de l'exercice du pouvoir. Donc en fait, ça donne un blanc-seing à Donald Trump pour faire à peu près tout ce qu'il veut, et c'est quelque chose qui va susciter un flot de critiques, notamment de la part des opposants démocrates. 2 mois plus tard, en septembre, 2 fils de Donald Trump lancent avec leur père une entreprise spécialisée dans les crypto-monnaies. De quoi s'agit-il ? Oui, il s'agit de World Liberty Financial. C'est une entreprise qui achète et qui vend des crypto-monnaies. Elle est lancée par ses 2 fils, Eric et Donald Jr. Bon, derrière, il y a Donald Trump qui est là et qui assure les arrières. Et Donald Trump, il embarque aussi avec lui des proches dont on va entendre parler pendant sa présidence, et notamment la famille Witkoff. Witkoff, ça va être l'envoyé spécial pour les affaires au Moyen-Orient de la Maison-Blanche. Et le fils de Steve Witkoff, Zach, est un des associés de cette entreprise de crypto-monnaie avec les enfants Trump. Donald Trump et son clan, puisque c'est une affaire de famille, ne s'étaient pas vraiment intéressés aux crypto-monnaies jusqu'ici, qui connaissent pourtant un grand succès depuis des années. Pourquoi ce désintérêt ? Pourquoi personne chez les Trump n'investit là-dedans ? Trump, on en a parlé un tout petit peu plus tôt, c'est quelqu'un qui vient de la promotion immobilière, donc c'est un investissement beaucoup plus stable dans la pierre. C'est pas quelqu'un qui à l'origine peut être attiré par ces nouvelles formes d'investissement qui sont très volatiles. Il préfère les investissements au long cours. En 2019, il qualifie d'ailleurs le Bitcoin d'arnaque et de quelque chose qui est basé sur du vent. Et sa famille se situe un peu dans sa lignée-là, mais dans son entourage, il y a quelques personnes en fait qui sont beaucoup plus orientées crypto-monnaie, ses enfants, et puis surtout le petit dernier, Baron, qui lui est très jeune, mais qui très vite en fait a trouvé l'intérêt et a vu qu'il y avait une manne vraiment incroyable à développer dans le secteur des crypto-monnaies. Qui finance la campagne de Donald Trump à ce moment-là ? Il y a des gros donateurs comme Elon Musk qui contribuent à plus de 200 millions de dollars. Les sommes sont faramineuses. Il y a aussi des donateurs républicains habituels qui financent avec des gros montants. Mais on s'aperçoit aussi que la campagne de 2024, elle a un peu servi de laboratoire grandeur nature pour le financement politique par les crypto-monnaies. C'est la première fois déjà qu'un candidat accepte des dons en Bitcoin ou en Ethereum. Et il y a de nombreux investisseurs, nouveaux investisseurs qui sont impliqués dans les crypto-monnaies, dont les fondateurs de la plateforme Gemini, les jumeaux Winklevoss, qui vont participer à sa campagne et le financer pour l'aider à accéder au pouvoir. Donald Trump est réélu le 5 novembre 2024 face à la démocrate Kamala Harris et le dimanche 19 janvier, à la veille de son investiture, il annonce le lancement d'une crypto-monnaie qui porte son nom. After using his Trump brand to sell everything from steaks and vodka to sneakers and Bibles, the president promoting his company's newly launched Trump Meme Coin. Qu'est-ce que c'est au juste ? Oui, cette crypto-monnaie s'appelle Dollar Trump. Le petit sigle dollar et puis son nom Trump. C'est un meme coin, c'est-à-dire c'est une monnaie virtuelle qui est associée à sa personne, à la personne de Donald Trump. Et c'est une monnaie qui est extrêmement volatile. Elle est lancée à peu près autour de $7. En quelques heures, la valeur monte jusqu'à $45 et il va pouvoir en retirer plusieurs centaines de millions de dollars en quelques heures. En quoi cette monnaie qu'il vient de lancer peut éveiller des soupçons sur d'éventuels conflits d'intérêts ? Alors en fait, c'est une monnaie qui est intraçable. On ne sait pas qui achète et qui vend cette monnaie. Et on avait parlé tout à l'heure de l'interdiction faite à un président de recevoir des capitaux ou des revenus étrangers. Là, en l'occurrence, c'est un moyen très facile pour les puissances étrangères ou pour les entreprises qui ne seraient pas américaines de venir financer directement Donald Trump et sans que personne ne soit au courant. Vincent Pialat, une fois de retour au pouvoir, Donald Trump prend de nombreuses décisions favorables au secteur des crypto-monnaies. Lesquelles ? Il commence par nommer donc à la tête de la SEC, qui est l'organisme qui régule les finances aux États-Unis, un pro-crypto. Et puis il prend quelques décisions aussi qui sont très très favorables au secteur des crypto-monnaies. Il interdit notamment à la Banque centrale américaine d'émettre une crypto-monnaie. C'était quelque chose que Joe Biden avait envisagé. Et Donald Trump écarte cette possibilité-là, l'inscrit dans la loi, de telle sorte que les crypto-monnaies donc privées, dans lesquelles il est particulièrement impliqué, vont pouvoir en bénéficier.
Et puis dernière chose aussi, quelques semaines après le début de son mandat, il va démanteler une équipe de procureurs qui là aussi avait été constituée par l'équipe Biden. Ces procureurs étaient chargés d'enquêter spécifiquement sur les crimes ou les délits liés aux crypto-monnaies, et Donald Trump va absolument dissoudre cette équipe de procureurs. Le mercredi 2 avril, depuis la Maison-Blanche, Donald Trump entre en guerre commerciale avec le reste du monde. Il décide d'augmenter d'au moins 10% les droits de douane sur tous les produits importés sur le sol américain. Cette annonce provoque la stupeur des marchés financiers, mais une semaine plus tard, le 9 avril, le président fait marche arrière. Qu'est-ce qu'il dit ? Oui, en fait, il dit vouloir réévaluer et affiner cette mesure qui pourrait peut-être être trop brutale. Et donc, il annonce une pause de 90 jours sur ces droits de douane qu'il a instaurés. Les marchés financiers reçoivent la nouvelle avec beaucoup de joie et explosent. En quelques heures, ils reprennent à peu près les pertes qu'ils avaient accusées suite à l'instauration des droits de douane. Mais rapidement, des opposants démocrates accusent le président d'avoir fait volte-face pour enrichir des proches. Expliquez-nous pourquoi. Les opposants démocrates vont s'apercevoir que dans les heures qui ont précédé cette annonce, il y a de nombreux proches de Donald Trump qui ont acheté énormément d'actions dans les principaux indices boursiers américains. Et donc on se demande si Donald Trump n'aurait pas commencé par faire fuiter l'information qu'il allait annoncer une pause de 90 jours à des proches pour qu'ils puissent investir énormément, profiter de la hausse soudaine une fois l'annonce de la pause effectuée pour pouvoir ensuite revendre des actions. Et les gains pour certains vont se chiffrer à plusieurs dizaines de millions de dollars. Au début du mois de mai, pour sa première visite d'État depuis sa réélection, Donald Trump réalise une tournée dans plusieurs pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Officiellement, quel est l'objet de ce voyage ? C'est une visite assez classique de chef d'État. Le but, c'est de sécuriser des accords économiques et d'investissement pour les États-Unis. Il y a aussi un but de défense et de sécurité, de renforcer la coopération entre les différents pays. Et puis, Donald Trump entend aussi aborder quelques dossiers diplomatiques majeurs, notamment le conflit israélo-palestinien. Mais ces pays sont aussi des endroits où le clan de Donald Trump fait du business, notamment ses fils, c'est ça ? Oui, effectivement, ses deux fils, Eric et Don Jr., développent tout un tas de deals immobiliers et d'affaires dans les pays du Golfe. Il y a des projets de golf, il y a des projets d'hôtels, il y a des projets de sociétés. Et au-delà de ces deux fils, il y a aussi son gendre, Jared Kushner, qui est donc marié à sa fille, qui a un fonds qui s'appelle Affinity Partners et qui, lui, reçoit énormément d'argent aussi des monarchies du Golfe, ce qui, là aussi, ajoute au soupçon de conflit d'intérêts. Vincent Piala, quand des journalistes interrogent Donald Trump ou des porte-paroles de la Maison-Blanche sur ce qui ressemble à un mélange des genres dans sa présidence entre les intérêts du pays et ses intérêts privés, qu'est-ce qu'on leur répond ? On n'apprécie pas trop d'être interrogé sur ces sujets-là. Un jour, un journaliste australien pose la question à Donald Trump et Donald Trump, plutôt que de répondre sur le fond, il décide de s'attaquer à la personne de ce journaliste et lui demande pour qui il travaille. Et quand le journaliste lui dit qu'il travaille pour un média australien, Donald Trump lui fait remarquer qu'il va bientôt rencontrer les dirigeants australiens et qu'il va lui parler du ton et des questions que lui pose ce journaliste. Un autre journaliste, un journaliste américain, interroge la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, sur le fait que Jared Kushner fasse des affaires dans les monarchies du Golfe et en même temps soit dans l'équipe qui négocie la paix en Israël et à Gaza. How did the White House decide that it is appropriate for Jared Kushner to be working on matters that involve Qatar, the UAE, and Saudi Arabia? Et là aussi, la réponse de Caroline Leavitt, elle est cinglante. I think it's frankly despicable that you're trying to suggest that it's inappropriate for Jared Kushner, who is Elle lui dit que c'est abject de votre part d'insinuer des choses pareilles. À la fin du mois de mai, Donald Trump organise un dîner avec les plus gros détenteurs de Dollar Trump, sa monnaie virtuelle à son effigie qu'on évoquait plus tôt. Là encore, en quoi ça pose problème ? Alors ça pose problème parce que cette annonce, elle va agir sur le cours de cette crypto-monnaie. Donald Trump, on l'a dit, c'est un meme-coin qui est extrêmement volatile. Cette annonce de ce dîner à la Maison-Blanche qui va permettre en fait aux plus gros possesseurs de ce même coin de rencontrer en privé Donald Trump. Les 20 plus gros possesseurs vont même avoir droit à une visite de la Maison-Blanche. Donc il y a des soupçons de manipulation des cours qui influent beaucoup sur la valeur de la crypto-monnaie, mais aussi sur les frais qui sont générés par les achats et les reventes de cette crypto-monnaie. Et une partie de ces frais est reçue directement par Donald Trump et par sa famille. On estime que à peu près 100 millions de dollars seront générés en frais juste en quelques semaines autour de cet événement.
Donc là, on peut dire qu'il a vraiment gagné de l'argent rien que par son nom et grâce à son statut de président. Exactement. On est dans un cas où, avec un événement, il réussit à générer toute une pluie de cash, en fait, qui va lui retomber directement dans les poches. Et encore une fois, de personnes dont on ne connaît pas forcément les noms. Alors, le dîner à la Maison-Blanche, il a assuré qu'il n'y aurait absolument aucune personne étrangère qui serait invitée. Mais en tout cas, sur les possesseurs du même coin, on n'a aucune liste et on ne sait pas qui détient cette crypto-monnaie. Donald Trump n'est pas le seul à gagner de l'argent, toute la famille en profite, on l'a vu, y compris la première dame, Melania Trump. Expliquez-nous ça. Oui, Melania, elle a aussi lancé sa crypto-monnaie sur le modèle de celle de son mari, qui va aussi connaître son petit succès. De manière très volatile aussi, ça augmente et puis ensuite ça redescend. Et elle a aussi vendu les droits d'un documentaire à Amazon, donc qui est détenu par Jeff Bezos, qui a financé la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Et Jeff Bezos a aussi versé 40 millions de dollars à Melania pour avoir le droit que Amazon, donc son entreprise, tourne un documentaire sur sa vie de première dame. À la fin du mois d'octobre, le président américain réclame des centaines de millions de dollars au ministère de la Justice. Pourquoi ? Oui, il demande au ministère de la Justice de lui verser 230 millions de dollars en compensation de dommages qu'il estime avoir subi des poursuites qui avaient été lancées à son encontre. On se souvient que le 6 janvier 2021, ses partisans avaient envahi le Capitole et Donald Trump était accusé de les avoir encouragés et d'avoir essayé de renverser les résultats d'élections. Il considère qu'il a été atteint, qu'il y a des dommages personnels, moraux, dont il a souffert, et donc il demande à ce que le ministère de la Justice le compense. Et il relève d'ailleurs l'ironie de cette situation. Lui-même, il dit « Cette décision devra passer par mon bureau, et c'est très étrange de prendre une décision où je me rétribue moi-même. » Il voit l'ironie, mais ça ne l'empêche pas quand même de demander que le ministère de la Justice, où il a placé des proches qui sont acquis à sa cause, lui verse donc une somme d'argent. Et par ailleurs, il n'y a pas qu'au ministère de la Justice qu'il réclame beaucoup d'argent. L'exemple peut-être le plus frappant, c'est la négociation qu'il engage avec Paramount, qui est la maison mère d'une chaîne américaine de télé qui s'appelle CBS. Cette chaîne de télé, Donald Trump l'accuse d'avoir monté une interview de Kamala Harris pendant la campagne qui aurait été un peu malhonnête. Et donc, il réussit à se faire verser une somme de 16 millions de dollars par cette chaîne de télé pour compensation de ce préjudice estime-t-il. Vincent Pialat, aujourd'hui, un peu plus d'un an après sa réélection, est-ce que le président américain a gagné beaucoup d'argent grâce à son statut ? Le média spécialisé dans la finance Forbes a estimé que sa fortune personnelle était passée en quelques mois, donc depuis son retour à la Maison-Blanche, d'environ 4 milliards de dollars à 7 milliards de dollars. Donc, le gros de son gain s'est fait dans le secteur des crypto-monnaies. Et on parlait tout à l'heure de sa famille. La fortune de sa famille, elle aussi explosé. Elle est aujourd'hui estimée à environ 10 milliards de dollars. Et là, on ne parle même pas des affaires de son gendre, Jared Kushner, qui lui fait des affaires avec les monarchies du Golfe. Et là, ça se chiffre à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Outre les crypto-monnaies, l'hôtellerie, l'immobilier, les affaires de ses enfants, qu'est-ce qui lui fait gagner aussi beaucoup d'argent ? Il a développé aussi presque une ligne de vêtements ou de produits dérivés à son nom et au nom de son mouvement, donc MAGA, Make America Great Again, qui veut dire donc rendre sa grandeur à l'Amérique. C'était son slogan de campagne en 2016 et c'est devenu aujourd'hui une marque presque. Et il y a tout un tas de produits dérivés, il y a des casquettes, il y a des t-shirts, il y a des drapeaux, il y a des pins qui vendent directement en ligne ou qui vendent aussi à des revendeurs qui ensuite vont sur les meetings de Donald Trump et qui, quand vous allez sur un meeting, à l'entrée, il y a toujours plusieurs revendeurs qui ont acheté directement à des prix cassés ces produits auprès de la famille Trump et qui les revendent aux supporters qui attendent dans la file d'attente. Pour Le Parisien, vous avez interrogé deux spécialistes qui pensent tous les deux qu'il y a des conflits d'intérêts liés à l'enrichissement de Donald Trump. Expliquez-nous ça. Oui, effectivement, j'ai interrogé Richard Painter, qui était responsable du comité d'éthique lors des présidences de George W. Bush, donc on était au début des années 2000. Pour lui, c'est très clair, il estime qu'on ne devrait pas voir ça dans une démocratie. Il me cite notamment l'exemple de Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale, qui lui aussi avait des affaires, mais qui n'avait pas des affaires liées à des puissances étrangères. Et il me dit, si jamais Roosevelt a eu des hôtels à Paris ou à Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être que les décisions auraient pu être différentes. J'ai interrogé aussi Hilary Brassett, qui est la responsable de Open Secret. Open Secret, c'est un observatoire qui étudie les flux financiers en politique. Et elle raconte très bien que le poids des lobbies a énormément augmenté depuis l'arrivée de Trump en politique et de secteurs qui avaient tout intérêt en fait à financer les campagnes pour espérer en retirer ensuite un gain politique. Vincent Pialat, malgré ses soupçons de conflit d'intérêts, voire de corruption, personne ne fait rien, Donald Trump semble intouchable.
Oui, déjà, il faut rappeler que rien n'est vraiment illégal dans ce qu'il fait. On est toujours avec lui dans une zone un peu floue où il teste les limites en fait des règles. Et ça pose la question de savoir si il ne faudrait pas justement revoir ces règles de conflit d'intérêts. On l'a dit, un président peut tout à fait continuer à gérer des business. Est-ce que c'est encore une règle qui a du sens aujourd'hui ? Il faudrait peut-être se poser la question. D'autant plus quand on voit la pratique du pouvoir de Donald Trump. Il utilise sa position de chef d'État et de chef de la plus grande puissance au monde pour obtenir des faveurs. On se rappelle de ce qu'il avait dit lors de sa première campagne en 2016. Il avait dit « Mes électeurs sont loyaux, je pourrais tirer sur quelqu'un au milieu de la 5e avenue et je ne perdrai aucun électeur. » Et il est en plus protégé, on l'a dit un peu plus tôt, par la décision de la Cour suprême d'accorder une immunité totale à un président dans l'exercice de ses fonctions, ce qui fait que Donald Trump a le champ libre devant lui pour continuer à gérer ses affaires comme il l'entend. Merci à Vincent Piala. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Anaïs Godard et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Théo Albaric. N'hésitez pas à parler de Code Source autour de vous, de liker nos épisodes sur YouTube, de laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Et ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi par Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.